Chers conquérants de la remise en forme, bonjour. Je reçois aujourd'hui Maggie Oda et Anne Marez pour une interview sur l'acceptation de soi. En effet, toutes les deux psychologues depuis plus de 10 ans, spécialisées dans les thérapies cognitivo-comportementales. Elles sont les auteurs du petit cahier d'exercices à l'acceptation de son corps pour lesquels je les rencontre aujourd'hui en Belgique. Anne et Maggie, je voudrais vous demander quelle est l'histoire de votre association et pourquoi donc ce petit cahier d'exercices sur l'acceptation de son corps. Alors moi j'aime bien de raconter cette histoire. Allez Anne, vas-y. Donc ça vient de mon mémoire. En fait, on s'est rencontrés quand on a fait notre DES, on appelle ça en Belgique, donc la formation pour être thérapeute cognitivo-comportementale. Et donc j'ai fait mon mémoire sur l'insatisfaction corporelle chez les personnes obèses. À la fin de cette formation, Maggie m'avait dit qu'elle appréciait beaucoup ce mémoire et que ce serait bien de publier. Mais ça en est resté là, voilà. J'avais les enfants à l'époque, donc c'est resté un peu sur le côté. Et quelques années plus tard, elle est revenue vers moi avec cette idée. Et donc j'ai pris, parce que j'ai trouvé ça super, qu'elle vienne avec cette idée. Donc on s'est lancé dans l'écriture. Et puis après avoir cherché des gens pour nous lire, mais qui n'avaient pas le temps, on a décidé d'écrire à l'éditeur. Et il a adoré. Il a adoré parce que justement, on ne parlait pas de chirurgie, on ne parlait pas de tout modifier, mais d'apprendre à s'aimer et s'accepter tel qu'on était. Donc, j'en profite pour remercier Maggie d'avoir cru aussi en moi et en ce projet. Voilà. Et donc c'est une super aventure. C'est quoi justement, comment vous définissez le fait de s'accepter, de s'aimer? Est-ce que c'est la même chose? Alors je pense pas que ce soit tout à fait la même chose, donc s'accepter c'est pas forcément s'aimer, mais c'est avant tout développer une attitude bienveillante envers soi, envers son corps, envers ses défauts physiques ou de personnalité. Et donc voilà, devenir bienveillant et tolérant par rapport à soi-même. Oui, je dirais que c'est apprendre à se connaître, à savoir qui on est avec ses qualités et ses défauts. Donc ça rejoint Maggie à ne pas vouloir tout le temps modifier non plus des choses. Voilà, voir qu'on est tous différents et que ça fait de nous des individus singulier, c'est très bien, je crois. Oui. Il y a une petite phrase dans ce livre, je me permets, c'est juste sur la couverture qui est ici, retrouver le bonheur d'être différente. Est-ce qu'on pourrait commenter ça ensemble? C'est quoi le bonheur d'être différente? Voilà, d'être unique sans doute en priorité. Oui, comme je disais, on est chacun différent, c'est singulier, c'est ça qui est génial. Si on était tous pareils, ce serait triste. Oui. Voilà, parce que c'est vrai que dans les médias, on véhicule plutôt des images assez standardisées de femmes ou d'hommes. Oui. Parce que l'insatisfaction corporelle concerne tout le monde, pas que les femmes, également les hommes, de plus en plus les enfants. Tout à fait. Qui sont touchés en bas âge. Donc voilà, parce que tout le monde veut ressembler à un certain standard. Or qui n'est déjà pas réel et qui en plus ce serait bien triste si tout le monde avait le même visage, le même corps. Oui, puis à la fois, est-ce qu'on est vraiment heureux quand on atteint cet idéal de perfection? En tout cas, voilà, la beauté ne fait certainement pas le bonheur, donc ça c'est vraiment important de s'en rendre compte. Voilà, que le bonheur n'est pas là en tout cas. Dans cet ouvrage, il y a une phrase que j'ai relevée où vous dites « On ne se lève pas un jour en se disant qu'on n'est pas comme on voudrait être ». Donc comment, je sais qu'en France, il y a 2 Françaises sur 3 qui n'aiment pas leur corps. Comment on peut expliquer qu'autant de femmes rejettent leur apparence? D'abord, il faut savoir qu'on a tous ça. Donc, on ne sait pas tout apprécier dans son corps. On a tous une certaine insatisfaction, c'est normal. On pense qu'il y a différents facteurs à ça, donc c'est peut-être important de voir aussi l'histoire personnelle de la personne. Comment ça s'est construit, comment c'est arrivé dans sa vie, parce qu'en effet on ne se lève pas un matin, c'est quelque chose qui se construit de par des événements de vie, de par l'entourage qu'on a peut-être eu, de par des modèles qu'on a eus. Puis c'est aussi les médias et le message qu'on nous fait passer, ça rejoint ce qu'on ça disait, contribue. où il faut atteindre une certaine norme, où on nous fait croire que la beauté, il faut être beau pour réussir, il faut être mince pour être heureux, enfin voilà, on nous donne des messages comme ça, et si on adhère à ces messages, on augmente le risque d'avoir de l'insatisfaction corporelle. Et quand on n'a jamais forcément appris à s'aimer, qu'on n'a peut-être pas eu un environnement qui ait favorisé ce développement-là, est-ce qu'il y a un âge où on ne peut plus faire ça? Est-ce que tout est possible? Est-ce qu'on peut apprendre à s'aimer à tout âge? Oui, oui. Moi je pense qu'il n'y a pas de limite d'âge, où il n'y a pas un bon moment pour apprendre à s'aimer. Voilà, si on décide de changer à un moment donné les choses qui ne nous plaisent pas dans notre vie,
c'est accessible à tout moment. Et on commence par quoi? Parce que je sais que toutes les deux, vous travaillez beaucoup sur les thérapies cognitivo-comportementales, donc c'est peut-être aussi se confronter par étapes à ce qui nous fait peur dans un premier temps. Par quoi on commence quand on a envie d'apprendre à s'aimer? C'est une belle quête ça quand même, je sais pas ce que vous en pensez aujourd'hui. Mais on travaille à 3 niveaux en thérapie, donc au niveau des pensées, au niveau du comportement, au niveau des émotions. On va d'abord prendre le temps de faire justement l'histoire de cette insatisfaction corporelle. Et puis on va... Donc moi j'invite chaque auditeur à lire bien sûr le petit cahier, et là il y a vraiment toute une trame avec différents exercices sur ces 3 plans-là. Donc je dirais qu'il y a tout un travail à faire au niveau cognitif, au niveau des pensées qu'on a, des croyances. Donc dans le cahier, on parle beaucoup des croyances, des distorsions de pensée. Ça veut dire que on a... Le décalage qui persiste, c'est ça? Voilà, c'est ça. Au plus on adhère à ça, au plus on va être insatisfaite. Donc du genre... Vous dites à un moment, je suis moche et je me sens moche, Voilà. que c'est pas la même chose. Voilà, c'est ça. Donc on doit vraiment apprendre à percevoir ses pensées, à les traiter pour ce qu'elles sont, juste des pensées. Et donc là, il y a des chouettes exercices dedans pour se remettre en question, pour justement voir que c'est des croyances erronées, on appelle ça. Dans le livre, comme dit Anne, on traite l'aspect émotionnel qui concerne plus l'histoire de notre corps, l'histoire de cette souffrance, puis l'aspect des pensées, comme Anne l'a bien expliqué, et l'aspect des comportements. Et donc là, il y a quelque chose de fort utile, c'est une sorte de petit tableau d'auto-observation. Donc le fait de s'observer chaque jour, d'identifier les situations dans lesquelles on se sent mal, qu'est-ce qu'on a comme pensée dans ces situations-là, et qu'est-ce qu'on adopte comme comportement, parce qu'effectivement la modification du comportement va également aider un petit peu à la fois progressivement et par étapes, par répétition comme vous disiez, à apprendre à accepter son corps. C'est étape par étape, pas à pas, ça vient. Faut pas se mettre la pression à mon sens. Quand on n'aime pas son corps, c'est vraiment un cheminement qui est long et qui demande du temps. Voilà, un apprentissage, ça se fait pas du jour au lendemain, Oui. On apprend. Toujours dans la bienveillance. Je vous dis aujourd'hui, on se régale, mes chers abonnés. Alors, une question de nos auditeurs, justement, une personne qui m'a écrit et qui avait très envie de vous poser cette question. Quand on a quelqu'un dans son entourage qui est insultant par rapport à son physique, quelqu'un qui nous fait une remarque qui est déplaisante, et que cette personne est proche de notre entourage, on ne peut pas nécessairement toujours couper les ponts avec les personnes qui nous dérangent. Comment peut-être lui dire, comment communiquer sur le fait que cette personne nous blesse, nous fait mal? Alors il y a des techniques d'affirmation de soi, on appelle ça dans le métier, donc des techniques où on peut répondre à une critique, exprimer un besoin, également apprendre à dire non ou d'autres choses. Et donc dans ce cas-ci, effectivement, il serait bien que la personne exprime son besoin, sa souffrance à ce proche. Oui, et comment on fait ça? Est-ce qu'il y a une technique pour pouvoir vraiment dire j'ai mal, et comment on exprime ses besoins, comment on exprime sa souffrance aussi à une personne peut-être qui s'en rend pas compte? Mais dans le cas de critique, c'est vrai que c'est moche et ça va en rajouter à sa souffrance. Donc si ne pas réagir pourrait laisser croire à la personne qui fait la critique que ça ne lui fait rien. Donc ça va être très important. Je pense, j'invite vraiment cette personne à justement exprimer à l'autre que c'est dur pour elle. Et donc sans doute en disant, ben voilà, enfin, je ne suis pas un modèle, mais je dirais, quand tu me fais cette remarque ou cette critique, ben sache que moi je me sens, je ne sais pas comment cette personne se sent, mais triste ou blessée ou peut-être découragée. Et ensuite lui formuler, donc dans la technique, c'est... J'aimerais voir diminuer ces critiques, ça serait beaucoup plus utile pour notre relation par exemple, quelque chose comme ça. Donc c'est déjà vraiment s'en tenir aux faits de ce qui se passe, de ne pas accuser la personne, mais être vraiment sur les faits et sur ce que je ressens. Parler de ce que moi je ressens et comme dit Maggie, de ce que je ressens et de ce que j'ai besoin. Très bien, écoute Nadège, j'espère que tu as la réponse à ta question et merci d'avoir participé, donc d'avoir posé tes questions à Anne et Maggie. Donc j'ai également une deuxième question, donc une personne qui nous a écrit sur le blog de Mincir Stop à la torture. Elle demande, voilà, elle est en obésité morbide et elle souffre de cette situation, à savoir qu'elle vit de l'acidose, elle a des taches brunâtres sur les cuisses et elle vous demande comment on fait pour accepter son corps quand on est dans cette situation-là. Alors je pense que c'est une situation délicate.
donc cette personne a l'air en tout cas en grande souffrance par rapport à son corps. Et la réponse n'est donc pas évidente à donner d'emblée. Maintenant, voilà, au niveau de l'acceptation corporelle, il y a forcément, on doit faire la part des choses, en tout cas entre ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Anne l'explique très bien, accepter son corps n'est pas forcément se résigner. Alors dans ce que vous dites, donc, si je comprends bien, la personne a dit je souffre de. Donc si elle a une souffrance, ça signifie, cette souffrance vient lui donner un message. Ça veut dire qu'elle est en train de s'éloigner de quelque chose qui est important pour elle. De ses valeurs, hein, comme Voilà. vous en parlez dans le Elle est livre. en train de s'éloigner de certaines valeurs. Donc moi je l'inviterais d'abord à se faire aider, donc à se faire entourer et soutenir par rapport à ses difficultés. Et à creuser peut-être justement de quoi elle s'éloigne. Qu'est-ce qui est difficile pour elle dans cette situation? Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est sans doute la santé, Il y a également la rencontre avec un conjoint qu'elle désire. le bien-être personnel, parce que ça doit être très difficile de vivre avec ça. Et peut-être en effet la difficulté à rencontrer quelqu'un. Donc si c'est très important pour elle, c'est important qu'elle se penche là-dessus et qu'elle voit, Oui. comme dit Maggie, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas, enfin qu'est-ce que je ne sais pas faire. Et donc travailler à accepter ce sur quoi on ne sait pas changer, mais par contre quand même mettre en place des petits changements, petit à petit, pas à pas, Oui. vers une situation qui lui conviendra mieux. C'est normal d'avoir des complexes et puis est-ce qu'on peut les faire disparaître? C'est normal. C'est normal, on est toutes normales. Oui, il y a tous des choses qu'on aime moins, qui peuvent nous complexer. En fait, on va avoir des pensées du genre j'aimerais bien que mon ventre soit autrement. Ne pas avoir de cellulite. Voilà, ou plein d'autres choses. Oui, ça c'est normal. Oui. Et est-ce qu'on arrive à les surmonter et comment? Alors à nouveau, donc il est normal d'avoir des complexes. Après, il y a certains complexes qu'il vaut mieux effectivement, sur lesquels il vaut mieux travailler s'ils occasionnent beaucoup de souffrance pour nous. Donc avoir un complexe en soi n'est pas tellement problématique. C'est surtout l'intensité de la souffrance qui va être associée au complexe qui va nous aiguiller dans le fait de ok, là il faut agir ou pas. Et donc oui, on peut agir et avoir pour résultat de diminuer la souffrance associée à un complexe physique. Oui. Et donc agir au travers tous les petits exercices qui sont proposés dans notre cahier, différents leviers d'action en tout cas pour y arriver. Ils ne doivent pas être le frein, c'est important de pouvoir aller vers ce qui est important pour nous, vers nos valeurs. On en parle dans le petit cahier d'exercice aussi. Et alors vous parliez des gestes qu'on pouvait avoir envers soi au quotidien tout à l'heure, c'est ça? Oui. La gratitude, peut-être la bienveillance, la douceur. Gratitude, la bienveillance et des gestes de soin aussi envers son corps. Donc prendre un bon bain, une bonne douche, mettre des crèmes, se mettre du maquillage, enfin se faire plaisir en fait, d'avoir des sensations agréables aussi dans notre corps, ça nous paraît important. Peut-être de diminuer l'intensité justement cette intensité qu'on accorde au complexe, le fait de lui faire du bien, ça permet de rediminuer peut-être cette intensité qui est en décalage par rapport parfois aux détails de notre corps, à nos imperfections. Voilà, peut-être effectivement quand on n'aime pas son corps, on peut avoir tendance à l'éviter, à le fuir, à le négliger. Ouais. Et notre livre a plutôt pour approche de restaurer une relation d'amitié avec notre corps. Oui. Et donc effectivement de le traiter comme on traiterait son meilleur ami. On n'insulte pas son meilleur ami, on ne frappe pas son meilleur ami, on ne lui fait pas de mal. Vous proposez d'ailleurs d'écrire une lettre à notre corps. Hein. Voilà, tout à fait, une lettre pour réconcilier, pour rétablir de bons liens avec lui. Pour finir sur la confiance en soi et l'estime de soi, j'aimerais, si vous le permettez, lire ce petit passage du livre. L'estime de soi, la confiance en soi sont les racines de notre être. Avoir confiance en soi, ce n'est pas être parfait, infaillible, imperturbable, comme on le croit souvent. C'est plutôt apprendre à se tolérer tel que l'on est, avec ses défauts et ses qualités. C'est là qu'une force insoupçonnée peut jaillir. Et moi, je trouve ça magnifique. Est-ce que vous pourriez commenter ce petit passage-là rapidement ?
Bah oui, donc je pense que par rapport à l'estime de soi, souvent il y a une conception erronée dans la société occidentale en tout cas, qui consiste à croire que ah, si je suis confiant, être confiant, c'est se montrer imperturbable, ne pas avoir d'émotions, ne pas avoir de souffrance. C'est encore une croyance, hein. Voilà, c'est une croyance qui nous mène tout à fait sur un mauvais chemin et qui, voilà, si on suit ce chemin-là, il est impossible de grandir au niveau de l'estime de soi ou de la satisfaction corporelle. Ça, c'est une voie sans issue. Très bien. Bah écoutez, je vais finir donc cette interview en vous demandant peut-être à quel moment justement on peut apprendre à nos enfants à accepter leur corps. Est-ce qu'on peut le faire et à quel moment? Moi, je dirais qu'on peut le faire dès le départ, à travers chez les tout petits et les plus grands, parce que faire notamment des massages, donc activer des sensations de plaisir à travers le corps. En grandissant, encourager les enfants à faire des activités sportives, enfin toujours pour le plaisir, pour le bien-être, hein, je ne parle pas de compétition, en tout cas pour être bien dans son corps, pour apprivoiser son corps dans des sensations agréables. Puis on poursuit ce chemin-là, sans doute aussi peut-être avoir des comportements alimentaires qui sont adéquats, qui vont nourrir le corps agréablement. Donc tant dans la santé que dans le bien-être et le plaisir, hein, j'insiste. Manger en pleine conscience peut-être, vous qui travaillez pas mal là-dessus aussi? Aussi, oui, Ouais. oui, en respectant, en apprenant à respecter ses sensations, justement, ça c'est vraiment aussi, c'est respecter son corps, hein, l'aimer, on va le respecter davantage et donc on en retirera d'autant plus de satisfaction. Donc sentir qu'on a faim et manger à ces moments-là, se faire plaisir dans l'alimentation et ne pas surdoser. Donc Ouais. respecter la satiété. Justement, une question qui me vient, excusez-moi, parce que je trouve ça très intéressant, se faire plaisir dans l'alimentation. Je crois qu'il y a une grande confusion, du moins avec les personnes avec qui je travaille, sur se faire plaisir avec l'alimentation. Parce qu'à votre avis, plaisir, dans ces cas-là, c'est quoi? C'est le Kinder, c'est le chocolat, c'est tout ce qui va être trop gras et trop sucré. Donc comment apprendre à se faire vraiment plaisir avec l'alimentation sans que ce soit dans l'excès alimentaire et dans les trop gras, trop sucrés, etc. Ah mais moi le plaisir, je pense qu'il est dans tous les aliments, donc pas que le sucré et Surtout. pas que le non sucré. Enfin je veux dire, on peut se faire plaisir avec une salade composée s'il fait beau, mais on peut aussi se faire plaisir avec une glace ou un chocolat. Donc c'est aussi... C'est que tout ce qu'on Dans- mange dans- devienne source de plaisir. Oui, après si on en a vraiment besoin et envie, c'est ça aussi qui va faire qu'on va en éprouver du plaisir. Très bien. Mais écoutez, merci Maggie et Anne pour cette interview. Vraiment, ça a été un plaisir de partager ce moment-là avec vous. Mes chers abonnés, je vous retrouve très prochainement pour une autre interview avec Maggie et Anne sur les troubles alimentaires et notamment l'hyperphagie et la boulimie dont on va parler ensemble. On vous embrasse. Bye bye.